Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Alex Granville, qui fait partie du comité du 13 janvier. Bonjour Alex, comment ça va? Bonjour Mano et bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk Télévision et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, si je t'ai demandé de venir, Alex, c'est pour nous donner un petit peu des nouvelles de Lulu et de Volcan qui ont été incarcérés ces derniers temps, c'est la semaine dernière. Oui, c'est Et puis, en plus, au-delà d'avoir des nouvelles, j'ai vu qu'il y a un groupe qui s'était constitué aussi pour leur porter une force, tambour, conlambi, tout ça. Comment toute cette journée s'est passée? Oui, le comité 13 janvier 2020 a pour objectif fondamental de porter un soutien à tous les militants martiniquais qui sont victimes de la répression policière, judiciaire et des gendarmes. Et naturellement, lorsque les 4 camarades, donc Lulu, Dalsim, Volcan et Barabine, ont été arrêtés mercredi et ont été présentés au président du tribunal jeudi avec une volonté de les faire comparaître immédiatement pour les condamner, nous avons considéré qu'il fallait nous mobiliser dès cet instant. Sur cette base-là, nous sommes allés devant le tribunal et c'est là que nous avons entendu un président de tribunal dire que le procès était fixé au 24 mars, mais que dans l'attente du 24 mars, il incarcérait Lulu et Volcan et il plaçait Dalsim et Barabine sous contrôle judiciaire. Alors pourquoi avoir incarcéré ces deux-là? Est-ce que c'est parce que le tribunal estimait qu'ils étaient les plus dangereux ou il y avait plus de charges à leur encontre? Il y a particulièrement une volonté du procureur de la République de faire peur aux personnes qui manifestent, de faire peur aux militants, de considérer qu'en incarcérant, parce que c'est un stade maximum vers lequel il est allé. Je rappelle que dans les problèmes de justice, la règle, c'est la liberté. Et la détention, c'est l'exception. Aujourd'hui, on dit que les prisons sont surchargées, qu'il faut les vider, d'autant plus que nous sommes dans une période de Covid. Or, ce tribunal décide de placer 2 camarades qui n'ont pas commis de crime en détention dans l'attente d'un procès, comme si eux, bien qu'ayant répondu aux convocations de la gendarmerie, ça signifie qu'ils n'ont pas la volonté de fuir ou de faire quoi que ce soit. Et ils ont toujours affirmé qu'il n'est pas question de ne pas faire face à ce que nous faisons. Et c'est dans ce sens-là qu'ils disent, nous sommes déterminés à faire entendre ce que nous disons, mais surtout, nous ne reculerons pas. Or, alors que le tribunal avait la possibilité de les laisser en liberté, ils ont voulu monter dans l'escalade, poursuivre dans l'escalade, en les incarcérant. Il était donc naturel que nous, comité 13 janvier, appelions tous les Martiniquais à venir leur apporter un soutien réel, et c'est ce qui s'est fait mardi à 3h devant la prison. Nous avons accompagné les familles qui sont allées leur remettre des effets, et nous en avons profité pour que les détenus qui sont à Ducos sachent qu'ils ont avec eux 2 personnes injustement incarcérées et surtout des personnes qui se battent pour l'ensemble des Martiniquais. Alors, est-ce que tu as eu des nouvelles, de leurs nouvelles depuis l'incarcération? Oui, ils sont régulièrement visités par les avocats. Et ce qui est avocat, pardon? Les avocats sont Maître Alex Ursulé et Maître Dominique Nomonotuka. Donc, ils les ont vus samedi, ils vont les revoir aujourd'hui. Et par conséquent, nous savons que dans la relation que les 2 camarades ont avec les autres prisonniers, ces prisonniers ont compris qu'ils avaient en face d'eux 2 Martiniquais vaillants, dignes, qui s'engagent dans un combat pour soutenir l'ensemble de la population, pour que nous soyons respectés dans notre propre pays, et que par conséquent, c'est avec toutes les, si l'on veut dire, la sympathie qui les ont accueillis, mais surtout, il y a un lien qui se crée parce que les camarades sont dans une démarche de discuter et convaincre des Martiniquais. Donc, ils échangent avec les prisonniers pour leur faire connaître ce qui se passe. Et loin de, quelque part, subir, le procureur de la République, le président du tribunal, en les plaçant en détention, augmente le champ d'intervention des militants.
Et par conséquent... Donc ils vont gagner des gens à leur cause, quoi. Mais et en expliquant. Ça fait que des prisonniers qui sans doute avaient entendu parler de cela en étant à l'intérieur, maintenant ils en entendent et ils en échangent. D'accord. Donc, voilà. Et surtout, ce que nous considérons, c'est qu'à aucun moment nous ne faiblirons dans le soutien que nous leur apportons. Nous les avons vus mardi et surtout, nous projetons de les voir, en tout cas de leur apporter notre soutien vendredi à 18h et nous appelons tous les Martiniquais qui veulent nous rejoindre vendredi 18h devant la prison de Ducos parce que ce qui est fondamental pour regonfler le moral de nos camarades, c'est de savoir que à côté d'eux, de l'autre côté du mur, il y a des personnes qui sont là avec tambour, konambi, chant, la voix derrière et toute une ambiance qui fait que... On doit remonter le moral au besoin. Tout à fait. Je pense que ce sont des guerriers. Mais ils sont contents d'entendre ce soutien, je suppose. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière? Pourquoi ils ont été convoqués en gendarmerie puis au tribunal? Singulièrement pour quelle action? Parce qu'il y a eu beaucoup d'actions déjà menées. Est-ce que c'était pour une action particulière ou bien pour l'ensemble des actions antérieures? Je pense qu'il y a de la part de la justice une espèce de volonté de saquer tous les militants qui, quel que soit le secteur, dans le domaine culturel, celles et ceux qui ont considéré qu'il fallait participer au nettoyage du paysage culturel en enlevant les statues de Joséphine, ainsi de suite, sont convoqués devant la justice, devant les tribunaux. Ceux qui considèrent qu'il faut que la dignité des Martiniquais soit respectée, que les personnes qui font apologie de crimes contre l'humanité en continuant de valoriser le pavillon aux 4 serpents, ce que le groupe GBH et particulièrement les ROM-JM font. Et c'est dans cette démarche-là que les camarades sont allés le 12 février pour demander aux responsables de cette distillerie d'arrêter de faire l'apologie de crimes contre l'humanité, puisque chacun de nous sait que lorsque le président de la République, M. Macron, est venu, il a dit que ce pavillon doit être retiré de l'ensemble des bâtiments publics, il doit être retiré sur les habits des policiers et des gendarmes, ce qui a été fait. Tous les autres espaces dans lesquels ce pavillon était, il a été enlevé, sauf que GBH considère qu'ils sont au-dessus de tout et qu'ils peuvent continuer la promotion de ce pavillon. C'est dans ce sens-là qu'au même titre que les camarades ont déjà fait cette démarche-là dans d'autres espaces économiques, voir les responsables et leur dire d'enlever ce qui fait apologie de crimes contre l'humanité, de s'engager à ne plus le faire. Alors, ça a été traduit par le procureur de la République comme étant une tentative d'extorsion de signature, alors que dire à quelqu'un de s'engager à ne pas faire l'apologie d'un crime, c'est sur un texte écrit. Et les responsables de JM se seraient engagés à retirer cela, en tout cas à sortir de la situation d'infraction dans laquelle ils sont. Parce que continuer à afficher ce drapeau, ce pavillon, c'est un crime. D'accord. C'est un délit. Donc c'est la direction de JM qui est en infraction, mais c'est Lulu, Volcan, Baramine et Dalsim qui sont traduits devant le tribunal. Cherchez l'erreur. Si ce n'est pas un acharnement de la justice, je ne sais pas comment appeler cela. Alors, non pas Océane, comment ça s'appelle les deux jeunes filles là, G et Alexandre. Alexandre, elles ont été entendues, l'une par la police nationale à Fort-de-France, l'autre le même jour à la gendarmerie de Chelcher. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'elles ont été relaxées? Enfin, pas relaxées, mais il n'y a pas de poursuite en vue pour ça? Enfin, dire qu'il n'y a pas de poursuite, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire parce que quand on voit l'acharnement qu'il y a pour que G ait été convoqué une première fois, qu'elle soit reconvoquée une deuxième fois, qu'elle soit reconvoquée une troisième fois, que Alexandre, même chose, que Mona soit convoquée à Rivière-Pilote, que Guylaine soit convoquée à Rivière-Salée,
en l'espace de quelques jours dans le mois de mars, on a vu au moins plus de 10 militants convoqués dans des espaces de gendarmerie ou de commissariat de police. Alors, on se demande si l'action militante est à ce point délictueuse aux yeux de la justice. Quand on sait que dans différents autres espaces, combien d'infractions mériteraient d'être suivies, condamnées et réparées. Alors, il faut aussi peut-être rappeler d'où vient cette colère qui gronde pour le peuple martiniquais. Il y a ça, l'apologie, mais il y a aussi cet empoisonnement à la chlordécone. Oui. Parce qu'il y a d'autres groupes aussi qui se battent depuis 2012, voire avant, pour cette histoire d'empoisonnement. Le président de la République, lui aussi, laissait entendre que le gouvernement avait sa part de responsabilité dans ça. Et par contre, rien ne bouge. On a l'impression que rien ne bouge. Pourtant, il y a une commission d'enquête avec le président Letchimy pendant une année. Il y a eu un rapport qui a été déposé. Et on a l'impression qu'on est au point mort et que plus rien ne bouge. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a véritablement deux situations. Voici une situation dans laquelle des personnes qui sont identifiées, puisqu'on a vu qu'il y avait des ministres de l'Agriculture depuis Jacques Chirac jusqu'à François Fillon, qui ont autorisé l'utilisation du chlordécone. On a vu qu'il y avait des élus, on a vu qu'il y avait des présidents de la République qui ont autorisé un empoisonnement sciemment, parce que tout le monde savait les nocivités du chlordécone, tout le monde savait depuis le scandale des États-Unis que c'était toxique, que c'était dangereux. Or, on a considéré qu'il fallait l'autoriser en Martinique. Aujourd'hui, on se rend compte que les terres sont polluées pour au moins 700 ans, que le cri de révolte des Martiniquais et des Guadeloupéens contre cet empoisonnement, l'utilisation du système judiciaire, rien n'y fait. 15 ans que des plaintes sont déposées. Au bout de la 15e année, de la 16e année pratiquement, un juge vient dire qu'il y aurait peut-être prescription et que ce serait un non-lieu. La révolte qui gronde sur la base de cet empoisonnement déjà, la révolte qui gronde par rapport au sort qui est réservé à notre jeunesse, puisque de plus en plus diplômés, de plus en plus engagés dans la volonté de construire le pays Martinique, de prendre des initiatives, de tenter un certain nombre de choses du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue culturel, tout cela ne trouve aucune réponse de l'État, aucune réponse des services juridiques pour condamner, juger, condamner les empoisonneurs, aucune réponse à cette volonté de la jeunesse de s'impliquer. Ce qu'on lui propose, c'est partez, allez voir le monde. Pendant ce temps-là, ils font rentrer des Européens, ils font rentrer des gens qui remplacent cette jeunesse à compétences quelquefois inférieures. Parce que nous savons tous que nous avons un niveau culturel, un niveau des jeunes qui est largement respecté partout où ils sont. Or, nul ne peut être prophète à son pays, dit-on, et en utilisant ça, on vide notre pays et on se rend compte que on prétend faire de nous un pays où il n'y aura que des vieux. Donc, il est normal que quand il n'y a aucune réponse de l'État à de tels problèmes qui sont posés, que les jeunes, voyant que les procès n'apportent pas de solution, se tournent vers une démarche bien plus directe qui est la mobilisation. Et y compris quand il y a les blocages, les boycotts de certains espaces économiques, que ce soit GBH, que ce soit la Garrigue, des espaces où les personnes ont été responsables et impliquées dedans, la réponse, loin d'être, il faudra de l'État, loin d'être, il faut qu'on s'occupe de ce procès parce que faut qu'on en sorte, elle est en escalade, en jugeant et en voulant condamner des jeunes. Elle est sur les questions d'interpellation des jeunes par rapport à l'organisation sociale, elle est vide. Donc, on se demande que fait cet État, que font les élus sur une base qu'il faut traiter un problème, ce n'est qu'en le traitant
qu'on arrive à sortir d'une situation qui est extrêmement conflictuelle parce que plus on avance et plus on voit des personnes qui, sur différents sujets, vont se mobiliser. Et les derniers jours ont montré que dans la manifestation du 27, on a bien vu qu'il y a un flot de Martiniquais qui se disent pour diverses raisons, pour des raisons sociales, pour des raisons de ras-le-bol, disent qu'il faut que l'État prenne sa responsabilité et surtout, il faut qu'on juge et qu'on condamne les empoisonneurs. Oui. Alors, concernant le remplacement de la population, c'est ce que Aimé Césaire appelait le génocide par substitution, c'est ça? Oui, exactement. Et Césaire en avance sur le temps d'aujourd'hui à parler d'un génocide par substitution, mais lorsqu'on constate ce qui se fait, on voit que si au début, au moment où Césaire parlait, ça heurtait beaucoup de monde, aujourd'hui, il y a une sorte de... comment on va dire, il y a une sorte de laisser-faire que seule la jeunesse ou la partie militante conteste très fortement. D'accord. Et pourtant, c'est tout un pays, Martinique, qui est menacé. Alors, la question que je me pose, Alex, et je l'ai déjà dit aussi aux autres militants à Volcan, à Charlie, ce combat que vous tous vous menez pour la Martinique, je pense qu'il faut le mener aussi, ce combat, sur le plan politique. Il y a des élections bientôt. Il y a encore plein de politiques qui viendront dire beaucoup de choses. Une fois les élections passées, tout retombera dans l'oubli. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que vous puissiez, sur le plan politique, vous investir et quelque part pouvoir être là dans les pouvoirs de décision pour prendre des décisions. Parce qu'on se rend compte bien qu'aujourd'hui, tu l'as rappelé, les politiques ne bougent pas, le gouvernement ne bouge pas, et je pense que changer toute cette chose mérite aussi des réponses politiques autant que des actions qui sont menées sur le terrain par les militants. Donc c'est un vœu pieux, je dis ça. Je pense que quelque part il faudrait, et je salue Olivier Bérisson qui souhaite aller à l'élection de la CTM, même s'il ne pourra peut-être pas prendre la direction de la CTM, il sera en tout cas au cœur du pouvoir, il pourra voir, analyser certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, je me demande vraiment qu'est-ce qui fait que rien ne bouge auprès du gouvernement. Il y a un véritable problème dans ce pays-là. Une chose est sûre, c'est que chacun utilise les moyens qu'il a pour transformer les choses. C'est sûr. Dans le très large mouvement de contestation qu'il y a, c'est assez hétéroclite. On a des militants culturels, on a des militants associatifs, on a des militants sportifs, il y a des militants politiques. Et sur l'aspect politique particulièrement, nous ne considérons pas qu'il y a une nécessité aujourd'hui, par rapport au caractère hétéroclite du mouvement, à dire qu'on va faire une démarche de proposition de liste ou CTM. Parce que, bon, certains militants y croient, ils le font, d'autres n'y croient pas et considèrent que l'action effective est la plus efficace par rapport à, si l'on peut dire, je ne veux pas heurter les militants, mais les élus. On a l'impression que les élus qui rentrent avant d'arriver. Aujourd'hui, j'entends déjà tellement de projets. Je me dis, est-ce seulement à la veille des élections que quand on est candidat, on réfléchit? Parce que tout le monde est prêt à s'impliquer dans la lutte contre le chlordécone, l'empoisonnement. Tout le monde est prêt à s'impliquer dans la lutte pour que les jeunes restent dans le pays. Mais pourquoi on ne le fait pas de manière permanente? Pourquoi est-ce simplement sur les questions de projet qu'on l'affiche? Donc, que chacun utilise les outils qu'il a, mais aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit suffisamment homogène pour qu'il y ait une portée véritable d'une liste des contestataires. Bien. En tout cas, Alex, merci beaucoup d'être venu pour nous donner des nouvelles des deux camarades qui sont emprisonnés. Et s'ils nous regardent depuis la prison, qu'ils sachent que Zouk Télévision est là avec eux. Donc on pense à eux. On diffuse d'ailleurs souvent le clip de Volcan. Petition. Oui, exactement. On diffuse le clip de ce camarade-là et
si tu les vois ou tu les entends, les saluer de notre part. Et puis que nous faisons comme nous pouvons pour vous aider à faire que le message soit entendu par le plus grand nombre. En tout cas, Mano, c'est un plaisir d'être reçu chez toi. Et permets-moi de dire aux camarades de Volcan et Lulu, tiens, nous l'épisode. Et surtout de dire à tous les Martiniquais que nous les attendons le 18 au procès contre la décision d'incarcération de Lulu et Volcan. Nous les attendons le 24 au procès des 4, Lulu, Volcan, Kevin et Barabine. Et surtout, nous les attendons le 25 devant la cour d'appel au procès en appel de Christian le Gilet jaune qui a dénoncé les violences policières et qui aujourd'hui est poursuivi, déjà condamné en première instance à 1 an de prison et 10 000 euros. Donc, nous croyons qu'il y a lieu que nous sortions un petit peu de l'apathie et que nous apportions notre soutien à celles et ceux qui se battent pour l'intérêt général de notre pays. Merci beaucoup, Alex. Alex qui fait partie du comité 13 janvier 2020. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite sur Zouk TV.